Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Jean Désy, écrivain, médecin, poète, voyageur et grand amoureux du Nord et des peuples qui l'habitent. Né au Saguenay, Jean Désy enseigne la littérature à l'Université Laval et il pratique la médecine dans le Grand Nord québécois depuis plusieurs années, en particulier en territoire inuit, cri et innu. Dans sa vie comme dans son œuvre, cet écrivain prolifique se passionne pour les régions nordiques et pour l'hiver. Il est aussi un ardent défenseur et promoteur des cultures autochtones. Nomade, toujours en partance vers des îles, toundra et taïga, Jean Désy est l'auteur d'une œuvre profondément humaine. Notre invité a ainsi publié une impressionnante diversité de livres, romans, essais, récits et recueils de poésie. Paru en 2024 chez Mémoire d'Encrier, son plus récent ouvrage, intitulé « Aimer la terre », regroupe des poèmes qui tissent une ode à la nature, à l'amour et à l'humain. Au micro de Mathieu Lavigne, Jean Désy évoque son premier séjour dans la toundra, une expérience spirituelle à part entière. Il décrit son travail de médecin dépanneur qui lui a permis d'aller à la rencontre de différents peuples autochtones. Jean Désy évoque aussi les enseignements que les visions du monde autochtone peuvent transmettre à nos sociétés occidentales en ces temps de turbulence. Jean Désy, bonjour. Allô? Jean Désy, vous êtes un médecin nomade, un écrivain hyperactif, un amoureux du Nord et des peuples qui y vivent. Jean, comment la toundra, tout comme les peuples inuits et innus qui, entre autres, l'habitent, sont entrés dans votre vie? J'aime ça beaucoup, cette question-là, parce que le simple fait d'entendre le mot toundra, c'est majeur pour moi. C'est un mot que je trouve profondément poétique. Et ce que je dois dire avant de répondre à la question, c'est que Louis Edmond Hamelin, c'est mon mentor, c'est un géographe qui est mort il n'y a pas longtemps, mais c'est un remarquable homme qui a inventé le mot nordicité. Et il était cousin avec mon père, donc il a été marquant dans ma vie. Et j'ai entendu parler de la toundra par Louis Edmond. Et j'ai eu envie d'aller dans le Grand Nord. Louis Edmond a été député au territoire du Nord-Ouest pendant plusieurs années. Et tout à coup, si on croit au hasard, mais ce n'est pas un hasard, j'ai pu aboutir le 2 janvier 1990 dans la toundra à Povo-Nituk pour aller travailler comme médecin. C'est le fait d'être médecin qui m'a ouvert la porte parce que un billet d'avion pour Québec-Povo-Nituk, c'est plus cher que d'aller à Paris. C'est que là, je suis arrivé un jour dans la toundra. Il n'y avait même pas de piste officielle. Là. Il y avait une piste, là, mais il n'y avait pas d'aéroport officiel à ce moment-là, en 90. Et là, j'ai eu un éblouissement. J'en parle en poésie beaucoup. Ce que j'ai écrit de plus important, probablement, à mon sens, dans ma vie, c'est autour du Nord et du Grand Nord. Mais ce jour-là, en débarquant dans la toundra, avant même que j'ai eu contact avec les Inuits, que j'ai aimé profondément dans ma vie, j'ai été quand même des décennies à travailler comme médecin dans le Grand Nord, à Povo-Nituk, à Kuujjuaq, à Inukjuak, à Saluit. La toundra m'a fait un effet que j'ai jamais ressenti autrement, sauf en haute montagne. Donc, j'ai eu un moment de mystique le soir. Il y avait encore un peu de soleil. C'était en fin de journée. Et d'arriver dans un lieu comme ça, le 2 janvier, à moins 30, dans un espace sans arbres, ça m'a frappé. En fait, c'est le plus haut lieu de ma vie. Je marche dans la toundra de pierre et d'air. Et soudain, pour une nanoseconde, je disparais. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Moment lumière de mon destin. Je suis au monde. Jean Désy, depuis plus de 25 ans, vous vous rendez donc dans les communautés inuit, cri, innu. Est-ce que j'en oublie? Non, mais ça fait plus que 25 ans. Ah là, oui? même si je me sens vieux en ciboulette. Là. J'ai commencé à pratiquer en 78
Et j'ai connu la Côte-Nord d'abord. Et j'ai rencontré des Inuits, mais je les ai connus plus par la suite grâce à la littérature, grâce à des liens avec des auteurs, des poètes comme Rita Mestokosho à Mingan. Puis j'ai connu aussi le monde Inuit à partir de 90. Puis après ça, je suis allé beaucoup chez les Cris. Mais l'univers autochtone nordique, Cris, Innu et Inuit, je peux le dire maintenant, là, je pratique encore la médecine sur la Côte-Nord, là, je fais du dépannage, mais c'est très sûrement dans l'univers nordique, Innu, Cris et Inuit, en dispensaire, avec des collègues, des infirmières, des travailleurs sociaux, à salaire, que j'ai été le plus heureux dans ma vie médicale. Puis aussi, j'ai comme été gâté comme un fou de pouvoir vivre le monde Inuit dans les années 90. J'ai fait le tour du Québec avec un ami mécanicien en motoneige. On a fait 6000 km parce qu'on voulait devenir riche et célèbre. Puis on a manqué de gaz entre Coudjoic et Shefferville. C'est qu'on a pu devenir riche et célèbre. On a failli mourir. Il y a des façons plus faciles, je pense. En tout cas, mais là, j'ai trippé fort. C'est le voyage le plus dur de ma vie. Mais on s'est quand même rendu à partir de Québec jusqu'à Pauvignétuc. Puis on a traversé avec 2 guides inuits. Mais tout ça pour dire que l'univers nordique, autochtone, Inuit, Innu et Cris, bien qu'il y a une immense différence à faire, je le dis d'emblée, entre le monde Inuit, qui est un univers autochtonien, et l'univers des Cris et des Innus qui se ressemblent plus. Les Autochtones Innus ou Cris sont d'origine amérindienne. Ils font partie de toutes sortes de communautés en Amérique du Nord. Mais les Inuits sont autre chose. De toute façon, la loi des Indiens ne s'applique pas. Je dis la loi des Indiens, mais ça s'appelle encore comme ça. Ça ne s'applique pas au monde Inuit. Les Inuits sont un groupe particulier dans l'univers autochtone québécois et canadien. Oui. Mais c'est quand même une civilisation, une culture du monde extraordinaire. Moi, j'ai aimé comme un fou, dans la toundra, rencontrer des Inuits, des personnes âgées comme des jeunes, puis sur la mer, sur la baie du Tson, à la pêche, à la chasse au caribou. J'ai l'impression, je regrette rien, je voudrais pas... Est-ce que je reviendrai en arrière? Peut-être, mais dans ma vie, les choses les plus intenses que j'ai pu vivre, c'est grâce, entre autres, au Grand Nord, au Nord, puis au monde Inuit. Oui. Cette présence-là comme médecin dépanneur, entre autres en milieu inuit, ça vous donne accès à la réalité sociale de ces peuples-là. Et dans plusieurs ouvrages, notamment dans le livre « Être et n'être pas », vous réfléchissez à ce qui semble être une crise nordique, une crise à la fois sociale et culturelle. Donc, Jean Désy, qu'est-ce qui est, selon vous, la cause de tant de souffrances humaines? Ça aussi, je trouve que c'est une question vraiment importante. Ça me touche. Puis de parler un peu de être et n'être pas, là, c'est un essai que j'ai osé écrire après plusieurs dépannages à Salouit. Je pourrais jamais répondre de façon intelligente à une question comme ça. C'est quoi la cause? Il y a de multiples causes. Ce qui serait pas fort de ma part, c'est de dire que tout va très, très bien. L'univers Inuit, beaucoup plus que l'univers Cris, qui, lui, est en pleine expansion, là. L'univers Inuit est souffrant. Mais comme il ne l'a pas été depuis des décennies, est-ce qu'il est plus souffrant qu'au 19e siècle? En tout cas, à ce moment-ci, sociologiquement, il y a un énorme taux de suicide au Nunavik. Les soignants, les professeurs, les non-autochtones qui sont au Nunavik le savent bien. Ça demeure quand même une société extraordinaire avec des grands-mères, des chasseurs, des personnes jeunes. Il y a tout un univers spirituel inuit, mais il y a de la souffrance. Et dans Être et n'être pas, pour répondre à votre question, ce que j'analyse, moi, c'est qu'à mon sens, un des éléments importants de la déconfiture, surtout chez le monde plus jeune, c'est probablement l'addiction au web, aux écrans, au fait qu'il y a une scolarisation extrêmement mineure. C'est un faible pourcentage des étudiants qui finissent leur secondaire 5. Puis dans un milieu aussi où il n'y a pas d'accès par la route, tout se fait par avion, c'est que c'est beaucoup plus difficile quand tu as 16 ans et que tu ne vas pas bien de t'en aller de là. Alors, je veux dire, il faut à un moment donné, quand ça ne va pas bien, pouvoir s'en aller. Chez les Inuits, ils sont prisonniers d'une certaine manière d'un territoire accessible seulement par avion. Puis, je pense que le web joue énormément dans une rupture majeure avec la culture fondamentale inuite qui, elle, est liée à la survivance dans un monde extrêmement difficile. C'est probablement l'univers humain le plus difficile à survivre, le monde du Grand Nord. Je veux dire, c'est l'évidence même. Puis, pour apprendre à chasser,
pour chasser, il faut avoir une motoneige, sinon un 4 roues. Il y a une catégorie d'individus maintenant plus jeunes qui ne vont plus dans la toundra. Donc, si tu ne vas pas dans la toundra, si tu ne vas pas à l'école, si tu es prisonnier d'un village de 2000 personnes, qu'est-ce qui reste? Beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, puis beaucoup de sexualité débridée. J'arrête là parce que je parle comme un soignant, un médecin. Il y a d'autres raisons. Il y a des raisons plus fondamentales d'un point de vue culturel. Ce que j'ose dire, c'est qu'il y a un roman écrit par un Inuit, Le chasseur au harpon, qui a été publié en France, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui court après un ours blanc qui a tué son père. Et ce qu'on découvre dans le roman, qui est excellent, un remarquable roman écrit en anglais, mais par un Inuit qui est mort il n'y a pas longtemps. Le jeune homme, sur une glace à la dérive, quand sa famille le cherche, se donne un coup de harpon puis suicide. Le rapport au suicide, culturellement, dans la société inuite ancestrale, est différent que le rapport au suicide dans la société française ou québécoise. J'arrête là. Ça serait extrêmement pas fort de ma part de faire un jugement de valeur. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. On vient d'évoquer les souffrances présentes en milieu inuit, mais il y a aussi, voire surtout, beaucoup de vie, beaucoup d'espérance, de beauté en milieu inuit, en milieu autochtone nordique. Jean Désy, vous avez déjà dit que les communautés autochtones du Nord, malgré leurs défis, vous semblent beaucoup plus sereines que notre univers urbain du Sud, de plus en plus anxieux. Qu'est-ce qui devrait nous inspirer du côté allochtone au sein de la, ou plutôt des visions du monde? En tout cas, je ne sais pas si j'ai dit ça comme ça, parce que ça m'apparaît un peu gros de faire une si grande différence. C'est pas si épouvantable que ça, ce qui se passe dans le monde sudiste actuellement, là, bien que depuis quelques mois, là, la planète semble brasser. Ce que je dirais d'emblée, c'est que dans le Nord, chez les Autochtones, mais aussi chez les Nord-Côtiers, là, à Havre-Saint-Pierre ou à Natashquan, là, chez les Cris, mais aussi chez les gens du nord de l'Abitibi, plus on est loin, plus on est en région, plus on est dans un Nord, dans le Moyen-Nord ou dans le Grand Nord, plus le sentiment communautaire est essentiel. Plus la communauté joue un rôle important dans la joie de vivre. Moins c'est possible d'être tout seul dans son appartement pendant 8 mois de temps à se faire livrer de la nourriture. Je caricature un petit peu, là. Mais quelque part, le village, dans les villages autochtones, puis pas seulement autochtones, non autochtones aussi sur la basse Côte-Nord, la moyenne Côte-Nord, existe de façon communautaire. La communauté, le partage, il y a un esprit nettement plus proche du réel socialisme auquel j'aime croire. Moi, là, mon héros de jeunesse, moi, c'est Che Guevara. Osons croire maintenant, dans un moment où là, le capitalisme outrancier prend toute la place sur la planète, que le partage est essentiel dans une paix relative. Est-ce que ça donne du bonheur? En tout cas, mon sentiment, c'est que quand je vais sur la Côte-Nord, j'ai tout le temps plus de sentiments, la joie est plus présente. Le monde des grandes villes, le monde de l'urbanité, le monde de la civilisation contemporaine, depuis quelques années, qui est dirigé strictement par le monde de l'écran, par les milliardaires du web, m'apparaît extrêmement fragile. Et ce que je dois dire aussi comme prof, parce que j'aime mes étudiants comme un fou qui ont 19-20 ans, là, puis comme chef scout, là, les flots qui ont 15 ans ou 17 ans, souffrent d'anxio-dépression très souvent parce que c'est un univers qui ne semble pas offrir de sens à l'avenir, pas d'avenir. Tandis que si tu vas en canot sur ta rivière au nord de l'Abitibi, là, ben là, les 3 semaines que tu passes dans le canot, là, t'es plein de sens. La question du sens se pose moins, là. Pas mal moins. Je veux dire, l'extraordinaire idée d'aller en nature, faire du canot, se promener en speeder, là, c'est le mot qu'on utilise à Havre-Saint-Pierre pour aller en bateau de mer. En motoneige, l'hiver, il existe-tu des Autochtones ou des non-Autochtones nordiques qui vont pas en motoneige ou en 4 roues? Non. Je veux dire, voici un moyen de transport fou. Voici une façon de garder du sens, mais la perte de sens, à ce moment-ci, m'apparaît accélérée dans le monde sudiste, pas juste québécois, là, dans le monde riche, puis pas seulement en Occident. Là, la planète entière me semble envoyer des messages d'anxio-dépression épouvantables face aussi à un avenir qui semble fermé. Là, la planète va exploser dans 6 mois. Là, c'est-à-dire, j'exagère, là. Puis
l'extraordinaire chose, c'est quand tu vas sur la Côte-Nord, là, je suis allé travailler aux Escoumins il y a quelques semaines, puis à la baie Sainte-Catherine, là, les glaces étaient parties, j'ai compté 1000 moyacs dans l'eau, là, sur le bord de la rive, là, 1000 moyacs. Les canards aidaires, les moyacs, c'est le nom nord-côtier pour le canard aidaire, là, 1000. Hey, la baie était remplie de canards au mois de janvier. J'étais là en fin janvier. Aïe, aïe. Ah oui. Aïe, aïe, là, je veux dire, si tu rencontres 1000 moyacs en 2025, tu dois te dire, oh tiens, pour moi, la planète tient le coup. Oui. C'est rassurant. Oui. Ça donne envie de survivre ou de faire des blagues. Là. Il y a des moyacs. Ça montre que la vie est forte aussi. Là. La vie est forte. Oui. Puis aussi, j'oserais dire d'emblée, là, que les humains doivent arrêter de se prendre pour des dieux. Que les humains croient en Dieu, oui. Que les humains croient en un Dieu, oui. Que les humains croient en un sens, oui. Mais se prendre pour des dieux en étant les maîtres de l'univers, c'est pathologique profondément. Et c'est ce qui me semble est arrivé depuis quelques décennies, depuis un siècle, depuis la révolution technoscientifique. Manque d'humilité, là. Un manque d'humilité. Totalement. Je veux dire, être en canot sur une rivière, ça demande une profonde humilité. Ah oui. Parce que si c'est toi qui es plus fort que la rivière, là, le Rapid 4, il va t'engloutir. Mais bravo! Non, je veux dire, je suis sérieux. Là, je veux dire, que je parle comme un scout. Là, je veux dire, moi, je fais des camps littéraires de brousse avec mes étudiants de 20 ans depuis 5 ans. Là, puis coucher dans une tente à moins 10, là, puis te lever le matin à 7 heures. Moi, j'ai un étudiant qui est psychiatre, là, puis ça fait plusieurs camps qu'il fait. Puis à un moment donné, un matin, il se lève à 6 heures du matin. Il dit, j'ai jamais si bien dormi depuis 6 mois. Il était dans sa tente, dans 2 sacs de couchage, là, mais il faisait moins 10. Là. Ouais. Tiens, il faut y croire, ça, à ce rapprochement obligatoire qu'on doit avoir avec la nature, considérant que la nature, c'est en nous, avec nous, pour nous, mais qu'on n'est pas les dieux. Oui. Et on a parlé de la question du sens, mais j'aurais goût aussi de parler de la question du sacré. Est-ce que vous croyez, Jean Désy, que du côté alloctone, on a à apprendre des Autochtones ou de réapprendre à l'aide des communautés autochtones à se reconnecter au sacré, à réapprendre, en fait, à reconnaître j'aime le beaucoup sacré. cette question-là, puis ça serait trop facile de dire oui. Oui. J'ai beaucoup d'amis Inuits, j'ai connu vraiment bien le monde Cri, j'ai aimé profondément le monde Inuit, j'ai encore beaucoup de contacts avec des Inuits, des poètes. Ce que je pourrais dire, c'est que le sacré est essentiel pour tous les humains depuis toute l'histoire humaine, dans toutes les cultures. Si on cesse de croire au sacré, qui qu'on soit des Chinois ou des Inuits de la Basse-Côte-Nord en l'an 1000, ça ne va pas. Donc, le profane qui est utile a des limites. Est-ce que les sociétés autochtones possèdent des voies qui vont guérir l'absence de sacralité du monde sudiste ou non autochtone? C'est plus compliqué que ça. Je pense que ce que j'oserais dire, moi, c'est qu'ensemble, si on parle de la Côte-Nord, que je connais vraiment bien, autochtones et non autochtones, réunis ensemble dans un matéchan, à chanter, à faire une prière. Moi, j'ai vécu un matéchan avec Rita Mestecocho, puis une chamane à Mingan, où là, tout à coup, il y a quelqu'un qui pleurait, là, puis c'était une prière au Chichimanitou, puis après ça, on était 7 dans la tente, il y avait 3 Inuits, puis tout le monde s'est mis à dire le Notre Père. Là. Voici un rapprochement autochtone et non autochtone autour du sacré, en utilisant une prière qui est utile, puis de croire au sacré, ça va de soi. Puis, je veux dire, les artistes que je connais, moi, j'aime profondément le monde des peintres, des musiciens. Je donne des shows de poésie, le monde des littéraires, des poètes. Je veux dire, est-ce que ça existe un artiste qui ne croit pas à l'âme de son œuvre? Pas vraiment. Est-ce que cette âme-là est nécessairement religieuse? Pas toujours. Mais il y a un rapport sacré à l'œuvre chez les artistes qui me semble exister moins chez les vendeurs de chars. Ah oui. Là, on sent qu'il faut qu'ils se vendent 1 milliard de chars électriques, là. Je caricature, là. Je ne suis pas contre l'écologie, mais on sent qu'il y a des limites à cette désacralisation où là, l'avenir, c'est dans le char électrique. Ou une sacralisation de la consommation. Ou, en fait, sacraliser la consommation, c'est probablement désacraliser le monde de l'humanité en disant, si tu n'achètes pas ça demain matin, là, je veux dire, tout passe par le fait que tu ailles chez Costco. Je veux dire, si Costco est devenu le nouveau lieu de la religiosité québécoise, allons vivre dans le bois. Là. Je suis sérieux quand je dis ça. Il faut se battre contre cette espèce de
que la religion du Costco le dimanche matin. Ouais. Oui. Et Jean Désy, vous enseignez à l'Université Laval la médecine et la littérature aux futurs médecins. C'est quoi le cœur du message que vous voulez donner à vos étudiantes, à vos étudiants? En fait, c'est pas toujours des étudiants en médecine dans mon cours de littérature. Okay. C'est un cours optionnel, mais il y a souvent des étudiants en médecine. J'aime ça comme un fou être avec du monde qui ont 18, 19, 20 ans. Puis je leur refais lire dans un cours de littérature universelle, entre autres, Dostoïevski, qui m'apparaît comme le Jean-Sébastien Bach de la littérature. Pourquoi on lit Crime et châtiment? Parce que quelque part, on plonge dans l'âme de Raskolnikov qui tue pour le bien. C'est que dans les sujets qui m'intéressent le plus, moi, il y a ce rapport au mal. Où se trouve le mal? Comment on fait le mal? C'est que Dostoïevski réfléchit sur le mal à travers Raskolnikov comme peu de littéraires ont réfléchi. Je fais lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je fais lire le Tao Te Ching de Lao Tzu. Puis pour répondre à votre question, le but, c'est ensemble, grâce à la littérature qui est 1000 fois supérieure à ce que moi je peux dire, Crime et châtiment de Dostoïevski, j'ai fait lire Siddhartha d'Hermann Hesse, Regard jeu dans l'espace de Saint-Denis Arnaud. Là, c'est interrogé sur certains des grands thèmes qui forment la psyché humaine et qui sont essentiels à notre devenir. Si on ne s'interroge pas sur le mal, sur la mort, sur la souffrance, sur le sens de la souffrance, là, ça ne va pas. Je veux dire, puis si on devient un soignant, puis qu'on n'a jamais osé réfléchir sur est-ce que la souffrance est seulement un non-sens? Non. Mais en même temps, je ne suis pas en train de faire le panégyrique là, du sadisme là, ou du masochisme, là, mais c'est plus complexe que ça. C'est que la littérature est un outil extraordinaire, mais comme aller dans le bois, faire une excursion pendant un mois en canot, est-ce que c'est de la littérature? Non, c'est essentiel aussi. Comme ça donnait une activité artistique, comme aussi ça donnait une activité communautaire pour rendre service. Pourquoi rendre service? Pas tellement parce que tu as envie d'être le héros, mais parce que c'est extraordinairement plaisant de rendre service. Je veux dire, là, j'utilise même pas le mot charité, mais à quoi ça sert la charité? Mais c'est parce que ça donne des joies intimes majeures. Je veux dire, sinon, c'était tout le temps en train de dire, là, on va négocier, là, c'est 5 piastres. Toujours dans le rapport économique. Aïe, mais là c'est à virer fou. Ouais. Je veux dire, y a-tu un père qui négocie avec son fils de 10 ans, là? Là, si tu veux qu'on ait un restaurant, faut que tu nous donnes 2 piastres. Non, t'as été fin, là, viens donc, on va aller manger, je sais pas moi, quelque chose, là. Tu sais, sérieux, là, je veux dire, les pères et les mères qui aiment leurs enfants depuis des milliers d'années, là, je veux dire, quelque part... As-tu besoin que ton fils paye ton souper? Là? Je veux dire, on s'en fout dessus. On dépasse le rapport transactionnel, en fait. Oui. Puis là, la joie d'être un père ou d'une mère ou d'un grand-père ou d'être un enfant, c'est qu'il n'y a plus d'éléments consuméristes. Oui, c'est ça. On trippe, on trippe pas. Là. Oui. Dans la gratuité, là, quand même. Oui, dans la gratuité. Oui, total. Jean Désy, vous avez plusieurs fois témoigné de votre vie spirituelle, de votre foi, de l'importance de la spiritualité dans l'expérience humaine. Vous venez encore de le faire à ce micro. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure des expériences spirituelles vécues en milieu autochtone. Vous parlez du Matechan avec la poétesse Rita Mesto-Cocho à Equanchit, à Mingan. Quel impact ces expériences spirituelles ont-elles eu sur votre vie intérieure? Ça aussi, c'est une question vraiment que je trouve extraordinaire, là, mais une question à 1000 piastres, parce que c'est comme si... ce que je découvre ces années-ci, à 71 ans, là, ça me tanne de dire ça, là, j'aimerais même mieux avoir 41, là, c'est que au point de départ, je ne savais pas quoi faire. C'est que là, je suis allé en médecine parce que mon héros, c'était Che Guevara. Est-ce que c'était ma vocation? Sans le Grand Nord et sans les Inuits et sans la toundra, j'aurais eu l'impression que je passais à côté de ma vie, mais je continue à faire de la médecine. Mais c'est pratique. C'est précieux de pouvoir aider. Après ça, j'ai décidé d'aller en littérature. J'enseigne. J'aime ça comme un fou enseigner. Mais est-ce que c'est ma vocation? Non. Je découvre ces années-ci, pour que je vais répondre à la question, que ma vocation première, moi, c'était d'être scout. Puis j'aime ça être chef scout. C'est que j'organise des camps littéraires de brousse comme chef scout avec des étudiants, puis on passe 3 jours dans le bois à ma cabane. Donc, finalement, c'est comme si, grâce au scoutisme, quand j'avais 9 ans, j'ai eu un contact avec des aumôniers, avec un esprit en nature, en forêt, en canot, en hiver dans une tente, où là, il y a une spiritualité qui m'a été donnée et qui est encore la mienne. Puis là, si le catholicisme est effondré, il y a encore quelques églises, puis chaque dimanche, là, je vais
il y a une messe à Sainte-Pétronée, là, au foyer de la Charité, là, extraordinaire. Il y a tout le temps 60 personnes, mais c'est que j'ai besoin de vivre ma spiritualité. Là, je le dis avec plus de... Je l'affirme un peu plus, mais c'est comme s'il n'y a rien qui avait jamais changé. Puis aussi, ce que je dois dire, c'est que si le religieux peut avoir des dangers, si le Québec a souffert d'un point de vue religieux, catholique entre autres, mais pas seulement souffert. Moi, j'ai un grand ami, Pierre-Olivier Tremblay, avec qui on prépare un livre, là, qui est un remarquable homme, là, qui est évêque là, au nord de l'Ontario. Reste quand même que le religieux est fondamental pour nous relier. Le religarer est essentiel. Puis, quelque part, la parole, dans ma vie, là, je le dis, là, la parole la plus fascinante, la littérature la plus difficile, mais la plus fondamentale que j'ai jamais lue, c'est les évangiles. J'ai jamais rien lu d'aussi tough, bien plus tough que lire l'idiot Dostoïevski, là. Puis, donc, toute la chrétienté, tout le christianisme repose, à mon point de vue, sur d'abord les évangiles. Puis j'ai lu la Bible au complet, l'Ancien Testament, mais les évangiles, quel mystère! C'est que là, réfléchir sur la parole du Christ libérée dans les évangiles, c'est fascinant. Parce que comme littéraire, moi, comme poète, là, j'ai jamais entendu et lu une parole aussi complexe. C'est fou. C'est que quand je fais lire le Tao Te Ching de Lao Tzu, qui est une littérature asiate sur laquelle est fondé le taoïsme puis le bouddhisme, bien, je lis aussi des sourates tirées du Coran, puis les évangiles de Saint Matthieu à mes étudiants qui n'ont jamais eu aucun contact avec aucune littérature sacrée. Puis il n'y a personne qui me tire des papiers. Là, je veux dire, ils sont comme stupéfaits à cause aussi des similitudes. Là. C'est des copier-coller. Là. Il y a des sourates du Coran qui sont des copier-coller de certains évangiles de Saint Matthieu, qui sont des copier-coller de certains passages de Lao Tzu. Là. Aïe aïe! Comme c'est une sagesse commune. Une sagesse. Puis aussi, j'aime penser que les textes sacrés qui fondent certaines religions ou certaines spiritualités sont une immense littérature si on veut la considérer comme ça. Plus que seulement de la littérature, mais c'est un grand débat, là. Je veux dire, j'ai plein d'amis. Je veux dire, mais je pense, moi, que les évangiles sont une puissante littérature qui me semble avoir pas été dépassée, si on veut lire de la littérature. Mais une fois se dit, ben là, il y a tout un aspect fascinant. Là, puis je veux dire, si on s'intéresse à la psychanalyse, là, faire la psychanalyse de certains évangiles, aïe aïe! Je suis pas certain qu'on a été jusqu'au bout de ce qui est à sortir de ça. Là. Et comme médecin, quel regard est-ce que vous portez sur ce lien qui semble être souvent fait en milieu autochtone entre guérison, identité et spiritualité? Ah, ça, c'est bon aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Voici un apport majeur de l'autochtonie dans le fait que les Autochtones, plus on est loin, là, comme les Autochtones Inuits, comme Rita, quand je parle avec elle, je la vois souvent, là, puis c'est elle maintenant qui est la chamane de Mingan, là, je crois. Là, en tout cas, puis ils ont plusieurs sœurs Mistokosho. Là. Mais je crois que cette idée qu'on ne peut pas guérir si on est malade sans une part de spiritualité, sans tenir compte de la psyché. Le problème majeur d'une science qui prend toute la place et qui devient seulement rationaliste, c'est de croire qu'on peut s'arrêter à la guérison physique. Une fois se dit, quand on se meurt d'une pneumonie, là, puis qu'on fait une septicémie, c'est vraiment intéressant d'avoir des antibiotiques, on meurt moins vite. Mais la guérison réelle d'un patient passe par la guérison de son soma et de sa psyché. Donc, c'est autochtonien, mais pas seulement autochtonien. Moi c'est un de mes auteurs importants, là, c'est William Blake, qui dit bien que l'âme, c'est pour lui la fusion entre la psyché et le soma. Donc, guérir, c'est faire en sorte que ta psyché guérit en même temps que ton soma. C'est que si quelqu'un se fait frapper par une auto, il a besoin d'être accompagné pour aller mieux dans sa psyché. Même s'il y a eu des plaques puis que l'orthopédie est extraordinaire pour l'aider à ne pas avoir de fractures du fémur qui se répareront pas. Vous me suivez? C'est que quelque part, la guérison est d'ordre sacré et que la guérison demande de croire à la guérison de la psyché comme du soma. Et que là, l'activité spirituelle, la prière, le rapport à l'au-delà ou à la foi n'est pas négligeable. C'est que si quelqu'un est en dépression majeure, quand bien même qu'on lui donne des bons antibiotiques pour sa pneumonie, il y a des chances qu'il ne guérisse pas. Il faut
le considérer ça. Donc, l'infirmière qui vient y tenir la main, la grand-mère qui vient y donner un bec sur le front, quand il meurt de sa septicémie, est probablement un élément majeur dans le processus de guérison. Il faut y croire, ça. Puis, je ne suis pas en train de nier la valeur. Vous me suivez? Donc, si on n'aime pas l'être qui a besoin de soins, ben là, c'est comme une foi, mais débilitante dans le robot qui dit « Va te donner ça, mon homme, tu vas guérir. Ouais. » Là, je deviens sévère comme prof et comme médecin vis-à-vis de cette foi aveugle dans le robot. Mais une fois ça dit, c'est très utile des robots. Je veux dire... mais ils peuvent pas aimer. Ils peuvent pas aimer. Ben, en fait, pour l'instant, là, il y a les gens qui croient à l'intelligence artificielle, ils se mettent à dire qu'ils vont pouvoir aimer. Mais là, on sent que qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la guérison véritable? Qu'est-ce que la foi dans le sens du monde? Ben là, on sent que là, calmez-vous le robot, les amis. Mais évidemment, toutes les machines qui font des tacos puis des radiographies, c'est des robots. Ouais. Je veux dire, est-ce que je nie l'utilité du robot? Pas du tout. Mais on se calme. Oui, parce que vous avez déjà dit, soigner quelqu'un, c'est d'abord le recevoir. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris en milieu autochtone? Ou... Non. Je veux dire, ça fait partie des lois fondamentales de quiconque doit apprendre à soigner. Puis si on ne s'en rend pas compte au début parce que personne ne le dit, on s'aperçoit que si on ne reçoit pas celui ou celle qui a besoin d'aide, ben on va probablement moins le soigner, sinon on ne pourra pas le soigner. Oui. Donc, il faut avoir l'humilité parfois avec certains patients de dire « je ne suis pas en mesure de te soigner ». Mais c'est plus vrai en psychiatrie que quand quelqu'un vient parce qu'il s'est cassé un doigt. Là, je veux dire, une fracture de l'index, là, c'est pas nécessaire de parler la même langue. Là. Il y a du monde qui soigne tout seul, puis il guérisse. Je veux dire, je caricature un peu, là, mais il y a beaucoup plus d'otite, puis de pharyngite, puis de fracture de l'index que de détresse. Mais si on ne reçoit pas le psychiatrique décompensé, le psychotique qui tire de la carabine dans les murs, là, ben là, on ne peut pas le soigner. Oui. Jusqu'où on peut le recevoir? Qui est capable de soigner les gens qui ont des détresses psychiatriques? Là, c'est une vocation. Là. Oui. Il y a des capacités que tout le monde n'a pas. Là. Oui. Et Jean Désy, un concept qui est au cœur de votre réflexion, j'ai le goût de dire de votre vie, c'est celui de métisserie que vous développez, entre autres, dans le livre intitulé « L'Américoisie », publié chez Mémoires d'Encrier. La métisserie, moi, c'est pas un mot que je connaissais avant de vous rencontrer, de lire vos ouvrages. Donc, je sais pas si je le résume, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une rencontre entre les cultures, les visions du monde, les gens qui portent ces visions du monde? Est-ce qu'on pourrait le résumer comme Excellent. ça? Mais c'est Louis-Edmond Hamelin qui m'a appris le mot métisserie. C'est pas lui qui l'a créé, mais de son point de vue de nordiste, qui a toujours cru à la valeur du Nord et du Grand Nord et de l'autochtonie dans le Nord comme des non-autochtones sur la Côte-Nord, la métisserie, c'est croire dans cet aspect métis, mais au lieu de dire métis, qui lui fait partie d'un... Le métis, c'est quelqu'un qui physiquement, là, il y a, mettons, un autochtone et un non-autochtone, une non-autochtone qui font un bébé et ça va faire un métis. Il y a beaucoup de métis dans l'Ouest. Ici, au Québec, on a plus de misère avec le mot métis. Oui. Mais la métisserie, c'est comme un terme qui dit, dans notre État, surtout quand on parle du Nord, là, beaucoup plus qu'en ville, mais même là, en ville, à Montréal, il y a des centaines de milliers de gens qui sont venus de partout dans le monde. Là. Oui. Croyons à la métisserie des gens qui viennent du Sénégal, comme d'Haïti, comme la Chine, là, puis qui sont à Montréal, qui parlent français, puis souvent anglais. Mais osons croire que nous nous métissons culturellement pour aller de l'avant. Oui. C'est que moi, je pense que l'avenir du Nord a du sens dans la mesure où on croit à la métisserie. Si on veut parler de la Côte-Nord, là, entre les Inuits et les non-Inuits, entre les Nord-Côtiers et les Newfies de la Basse-Côte-Nord, là, moi, j'ai vécu sur la Basse-Côte-Nord. Ils s'appellent eux-mêmes les Newfies. Je veux dire, il y a des gens du Newfoundland là, qui vivent sur la Basse-Côte-Nord, là, à Harrington Harbour. Là. Oui. C'est des êtres extraordinaires, là, puis ils sont d'origine Newfoundlanders. Là. Puis les Autochtones, les Inuits. C'est que la métisserie Inuit, non-Inuit, ou autochtone, non-autochtone, est fondamentale si on veut aller de l'avant dans l'avenir de la moyenne et de la Basse-Côte-Nord. Moi, je parle d'un pays que je connais bien, là, pour tous les sujets, que ce soit le ramassage du homard ou que ce soit pour la scolarisation ou que ce soit pour les villages. Là. Osons croire à un monde qui peut se métisser. Oui. La métisserie, ça se réalise comment? Par la rencontre, le dialogue? Évidemment, la rencontre, le dialogue, l'art. Puis après ça, ben
les Inuits parlent tous français, mais la langue Innu vit. C'est que pourquoi il n'y a pas une chaire d'Innu, puis pourquoi il n'y a pas 1000 étudiants qui n'étudient pas en Innu à l'Université Laval? Je veux dire que l'Innu prospère, mais que le fait français existe. Moi, j'ai travaillé à Unaminchipou comme médecin 2 fois, là, puis tous les Inuits de Unaminchipou parlent français, là, un remarquable français. C'est fascinant. Donc, mais évidemment, c'est ensemble. Il faut s'asseoir ensemble. Il faut rêver le pays ensemble. C'est ça. Il faut l'imaginer ensemble dans l'avenir. C'est ça. Et quand je réfléchissais à cette notion de métisserie, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas comme un risque de... Je sais pas, le mot qui me venait, c'était d'extractivisme culturel. Tu sais, que les Allochtones prennent des éléments des cultures autochtones, les intègrent à leur culture, puis voilà. Est-ce qu'il y a un risque C'est certain. C'est vraiment intéressant. Non, c'est certain qu'il y a toujours des risques, mais considérons les choses telles qu'elles sont. Là, je vais parler du monde cri, dans lequel j'ai été pendant 25 ans à West-Monipi surtout. J'ai travaillé à Chisasibi. Là, j'ai un grand ami qui était médecin dans le Grand Nord, c'est un Québécois, qui est DSP à Chisasibi. Le monde cri actuel, je peux en parler, qui est anglophone, qui est plus anglican, est en pleine révolution positive, là, avec d'extraordinaires projets, là, comme là, chez les cris, à la baie James, il y a des sages-femmes québécoises et cris dans tous les villages cris. Donc, il y a des accouchements qui se font dans les villages cris, supportés par le monde médical, les médecins de Chisasibi. Il y a des médecins dans les villages aussi. Puis c'est rendu que les cris, les jeunes femmes, ont décidé d'accoucher dans le bois. C'est qu'ils commencent à avoir des femmes cris accompagnées par des sages-femmes qui vont accoucher dans des cabanes où leur grand-mère a accouché. Et là, ils sont supportés par le monde médical. Puis si ça ne va pas, s'il y a un problème majeur, ils peuvent être transportés en avion à Montréal. Voilà quelque chose de fascinant. Culturellement, c'est cri. Ouais. C'est géré par le monde cri, par le Yuichi. Puis en même temps, ben là, le monde se parle. Puis les sages-femmes québécoises ont enseigné aux cris à être sages-femmes. C'est que là, fascinant. Puis là, ben, il y en a dans tous les villages. Un autre élément fascinant. Récemment, mon ami François me disait que les cris ont acheté une pourvoirie à 200 km au nord de Chibougamau, à 7 heures de route à l'est de Chisasibi, pour soigner les toxicomanes puis les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Mais il y a une centaine de places dans une pourvoirie assez grande, dans plusieurs bâtisses. Aïe aïe! Pourquoi ils font ça? Le cru de même, c'est dans le bois. Oui. C'est en pays cri, c'est en pays autochtone au Québec, dans le Nord. Puis là, ben, il y a des soignants, des grands-mères, des travailleurs sociaux, des infirmières, des médecins, puis qui vont s'occuper du monde. Puis pourquoi ils font ça si loin? Parce qu'un toxicomane de 17 ans, quand tu fais ça juste à 3 km du village, après une semaine, il s'en va. Mais là, fascinant, ça, c'est... Voici un projet CRI que je trouve qui pourrait... Demain matin, là, on écoute ça, puis on se dit, oh, peut-être que ça peut changer la face des itinérants qui traînent à Québec, à Montréal, à Ottawa, puis à Trois-Rivières. Là. Je veux dire, l'itinérance, la fragilité mentale qui se passe ces années-ci est majeure dans le Québec sudiste. Là. Mais là, il me jette à terre dans cet avant-gardisme. Et ça, c'est chez les CRI. Oui. C'est que voici une métisserie dans un monde nordique, qui n'est pas le Grand Nord, mais qui est le Moyen Nord, où là, tout à coup, il y a une communauté qui a des moyens, mais qui va de l'avant et qui réinvente le monde. Aïe, aïe. Puis supporté par un monde médical, puis par des avions là, pour transporter. Wow. Jean Désy, un autre de vos livres qui a pour titre La route sacrée, revient sur un périple que vous avez vécu avec Isabelle Duval et le père Oblat, Pierre-Olivier Tremblay, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, c'est un périple qui vous a mené à l'antre de marbre en Témiscamie, à l'est du lac Mistassini. Vous étiez alors sur les traces du père Laure. Donc, le père Laure est un missionnaire jésuite qui avait tissé des liens très étroits avec les Inuits au 18e siècle. Qu'est-ce que cette présence missionnaire des 17e, 18e siècles a à nous dire, à nous enseigner aujourd'hui en 2025? Ah, ça, j'aime beaucoup cette question-là. Ça me touche, j'ai un petit frisson, là, parce que moi, j'ai eu envie de faire l'excursion avec Pierrot, qui est un oblat et un prêtre, en canot avec Isabelle, à l'antre de marbre que j'avais connu grâce à un ami qui était médecin à Mistassini. Et c'est des grottes dans une montagnette de quartzite sur le bord de la rivière Témiscamie. Mais en 1734, le père Laure, un jésuite,
avec des Inuits, est parti de Tadoussac en canot, puis il est monté jusque là en canot, c'est des mois de voyage, puis il a dit la messe dans l'antre de marbre avec des Autochtones, puis à ce moment-là, on faisait moins de distinction entre les Cris et les Inuits. Puis le père Laure parlait Innu couramment. Il a fait une grammaire Innu. Et ses textes montrent un amour fou pour l'autochtonie. Il raconte toutes sortes d'histoires quand on le lit. C'est que quelque part, je suis obligé de dire, tiens, c'est fascinant de voir qu'il y a un missionnaire, j'en connais pas des centaines, un Français, le père Laure, qui au 18e siècle là, a tripé comme un fou dans le monde nordique avec des Autochtones grâce à eux, mais comme un prêtre, en disant la messe. Puis là, est-ce qu'ils ont tiré des roches? Ils l'ont ramené. Là, je veux dire, puis s'il avait été cocombe, puis je veux dire, il l'aurait laissé sur une île, mais je veux dire, il a dit une messe catholique dans un lieu chamanique utilisé depuis des milliers d'années par des Autochtones. Est-ce que ça fatiguait les Autochtones? C'est fascinant de se rendre compte. C'est que là, quelque part, c'est un genre de pèlerinage que je faisais avec Pierrot et Isabelle, où là, Pierrot a dit la messe. On a couché dans l'entre-deux-membres, il a dit la messe au sommet de la montagnette, sur le bord de la rivière Témiscamingue. Là. Mais fascinant, là, je veux dire. En tout cas, lisez le père Laure, puis je veux dire, il parlait couramment Innu, je veux dire, puis pour être capable de sauver sa vie en canot, là, il était couché dans les fourrures, là, puis il lisait le Bréviaire, là, puis à partir de Tadoussac, remonter le Saguenay, traverser le lac Saint-Jean, se rendre dans la rivière dans le lac Mistassini, puis après ça, prendre la rivière Témiscamingue. Aïe, quel voyage. Il a fait la moitié du trajet pour traverser le Québec avec des Autochtones en 1734. Chapeau. Il y a quelque chose de la rencontre. La rencontre, puis de l'aventure. Je veux dire, c'est fascinant. Là, je veux dire, il a fait ça. Je veux dire, mais oublions pas notre histoire. Là, je veux dire, puis est-ce qu'on a fait souffrir... J'arrête là. C'est un sujet très délicat, là, mais je suis obligé de dire que là, avec Pierrot, on a écrit La route sacrée en se remémorant le fait que le père Laure parle avec un enthousiasme fou de cette messe dite dans l'antre de marbre. C'est fou. Ouais. Ah oui. Jean Désy, on n'a pas parlé beaucoup de littérature autochtone, mais je veux terminer sur cet aspect de votre vie, la littérature. Du côté de la littérature autochtone francophone des dernières années, d'ailleurs qui est de plus en plus abondante, qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous parcourez ces ouvrages? La littérature autochtone francophone, c'est différent de la littérature autochtone anglophone, Innu en particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature inuite, mais ça va venir. Bien, cette littérature-là est extraordinairement foncière à ce moment-ci parce qu'elle dévoile un pan de la vie nord-côtière. Si les Inuits, si les Autochtones n'écrivent pas des romans ou de la poésie, bien là, il y a tout un pan de la vie nord-côtière qui n'est pas exprimé. Sur la Côte-Nord, là, les gars, eux autres, font de la musique. Il y a beaucoup de groupes de musiciens sur la Côte-Nord. C'est que voici un lieu de métisserie, et non pas de métissage, on peut dire métissage, mais de métisserie, où tout à coup, en français, extraordinairement, puis là, moi, je me souviens que ça m'avait pris des heures avant d'apprendre à dire Chinaskumitinao. Chinaskumitinao, oui. J'étais avec un Français là, qui connaissait bien l'Innu, là, puis devant, il y était à peu près 100 personnes, il y avait surtout des Inuits. Puis là, ça, c'est des Inuits, ça. C'était en français que je m'étais exprimé. Puis là, j'avais dit à tout le monde Chinaskumitinao. Puis là, il y a une madame qui avait dit Hey! Ton accent n'est pas bon, là. T'apprendras à le dire mieux, là. Ça, c'est très Innu, ça. Elle voulait seulement te moquer, là, je veux dire, mais ça, c'est adorable, ça. Je veux dire, elle m'a pas blessé par tout, mais j'avais dit Chinaskumitinao. Non, mais quand l'humour est tellement présent, je pense que c'est une forme d'accueil aussi. Oui. Mais Jean Désy, un immense merci vraiment pour cette rencontre. On a fait tout un voyage à vos côtés. Un grand merci. Merci beaucoup pour la qualité des questions. Un grand merci au poète, médecin et professeur de littérature Jean Désy pour ses réflexions sur le Nord et les peuples qui l'habitent. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.